dérégler votre métabolisme du moment, il est déjà 1h30, presque 2h moins le quart. Et puis, vous tenir éveillé aussi, parce que j'imagine que toutes ces discussions ont été longues. Je n'ai pas prévu, en fait, j'avais prévu effectivement de faire une présentation de 10 minutes. Mais il y a des choses tellement intéressantes dites ici, de chacun d'entre vous. Et alors, je risque d'être un peu plus long. Je vous préviens pour que vous ne succombiez pas au vertige de la sieste avant que j'ai commencé. Alors, monsieur Si a parlé de la question du riz. Et il l'a posé dans des termes précis. En fait, moi, je vais parler du secteur agricole. Je suis un scientifique de formation. J'ai un doctorat en biologie végétale, c'est il y a bien des années. Et j'ai une maîtrise en informatique. Donc, je suis un petit peu à croisée de ces chemins. Et j'ai travaillé longtemps à l'ISRA. J'ai développé des variétés d'arachides qui sont encore aujourd'hui cultivées dans le pays. Et puis j'ai développé le CERAS. Je fais un certain nombre d'activités. Et j'ai vu aussi comment nos agricultures ont été dans les années 90. À la fin des années 80, elles ont été complètement désorganisées avec les plans d'ajustement structurel qui ont été menés par la Banque mondiale, par le FMI, et où on devait prendre des décisions drastiques sur nos choix, nos priorités, entre guillemets, de développement. Il est évident que le Sénégal a été parmi les pays d'Afrique de l'Ouest certainement l'un des plus maltraités dans la mise en place de ces politiques d'ajustement structurel, et ça conduit aux situations que nous avons aujourd'hui, où nous sommes malheureusement dans beaucoup de ce que nous consommons aujourd'hui, nous importons ce que nous consommons. Et le cas frappant de cette situation-là, c'est le cas du riz. Alors, ma société est spécialisée, j'ai quitté la recherche, j'ai monté une société justement pour adresser les problématiques de développement de l'agriculture. Et nous sommes aujourd'hui, effectivement, si je regarde le cas du riz, dans une situation assez particulière. Pourquoi ? Nous avons les terres, nous avons les hommes, nous avons les ressources, mais nous continuons à importer. Et ça va encore simplifier ma présentation. On continue à importer. Alors, la facture d'importation du Sénégal l'année dernière était de 256 milliards de francs CFA. Et cette facture d'importation, c'est un paradoxe, cette facture d'importation, elle a été financée par nos banques, ici au Sénégal. C'est elles qui donnent l'argent pour que les importateurs importent ce riz. On a importé à peu près 1 200 000 tonnes. Je vais arrêter sur les incantations que nous avons du Sénégal déjà souverain alimentairement. Ce n'est pas le cas. Nous importons 1 200 000 tonnes de riz. Ça correspond... Alors on consomme à peu près 95 kg de riz par habitant dans le pays, n'est-ce pas ? Nous sommes 1,6 million. Facile à faire le calcul. Vous regardez les chiffres de l'Agence nationale de statistique. Nous avons importé 1 200 000, du ministère du Commerce d'ailleurs. Nous avons importé 1 200 000 tonnes de riz. Nous avons exporté 0 tonne de riz. Donc, il manque à peu près 400 000 tonnes de riz. Effectivement, ça correspond à peu près, je parle de riz blanc, à notre consommation, ce qui signifie qu'on produit, grosso modo, avec 400 000 tonnes de riz, environ 600 000 tonnes de paddy. C'est très intéressant parce que 600 000 tonnes de paddy correspondent exactement à la capacité de nos unités de transformation aujourd'hui. Alors, elles ne les ont pas toutes parce que nous avons, monsieur Si, à peu près 30% de notre production en riz paddy, en réalité, est transformée par des petites unités de transformation locales. Ce sont les femmes qui le font. Et donc ce riz paddy, que nous n'avons pas en quantité suffisante, ne va pas directement alimenter toutes nos industries, nos grosses industries, comme vous en connaissez certaines, qui se sont installées sur la vallée du fleuve et qui ont beaucoup de difficultés à tourner 12 mois dans l'année. La majorité d'entre elles tournent à peu près 8 mois dans l'année. Mais si vous regardez ça, à gauche, ce que nous faisons, à droite, nous avons largement le potentiel de produire. Nous avons, si nous emblavons les terres que nous avons sur la vallée du fleuve et dans le sud, y compris la Nambé, nous avons de quoi satisfaire 140% de notre besoin alimentaire en riz. C'est-à-dire qu'on peut transformer le Sénégal en un pays exportateur de riz. Et ne croyez pas que ce soit un rêve, parce que je vais vous citer le cas d'un pays qui est beaucoup plus grand que le Sénégal, c'est l'Indonésie. 275 millions d'habitants en 3 ans. L'Indonésie, qui était importatrice de riz, est devenue exportateur de riz. Pourquoi n'y arrivons-nous pas ? Parce que si nous ne savons pas pourquoi, évidemment, ce sera très difficile d'essayer d'imaginer les solutions par lesquelles nous allons le faire. Alors,
Voilà la situation. Il y a eu un effort en 2018, vous le voyez, sur les importations, on connaît. Mais vous voyez bien qu'en 2019, 2020, pardon, il y a eu un effort en 2019, mais vous voyez bien qu'en 2020 et 2021, nos importations ont réaugmenté. La raison pour laquelle nous sommes dans une situation comme ça, c'est que nos agriculteurs ne sont pas financés pour produire du riz. Seuls 15% de nos agriculteurs ont un accès régulier au crédit pour produire. Et ça, ce n'est pas propre au riz, c'est général. C'est pour ça que la Sodacos aussi est dans cette situation-là. Nos banques, il y a une banque, la Banque agricole, si vous regardez les chiffres de la Banque agricole, convertissez-les et voyez en nombre d'hectares ce que ça peut représenter, nos agriculteurs sont pas du tout, et quand ils le sont, très mal financés. Les financements arrivent en retard, le financement est insuffisant. Je vais citer BNDE sans les stigmatiser. BNDE, qui est une banque de développement, ne finance pas le petit agriculteur, ne finance pas le segment de la production. La Banque agricole fait ce qu'il peut. Et donc, ce n'est pas étonnant que nous n'arrivions pas à avoir les matières premières que nous cherchons. Si on doit aujourd'hui assurer notre souveraineté alimentaire en riz, il faut produire 2 700 000 tonnes de paddy. 2 700 000 tonnes de paddy, il faut que nous ayons les usines pour les transformer, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient à 600 000 tonnes. Il faut donc investir massivement, non seulement pour financer la production, ce que vous voyez ici, il faut du financement à court terme. C'est le financement de campagne que nos agriculteurs n'ont pas, pour qu'ils puissent avoir des intrants, pas toujours chimiques, bien évidemment, ce que vous disiez, peuvent être organiques, les semences de qualité, le support, les assurances. Vous savez qu'on est dans une situation de changement climatique que vous connaissez, qui impacte beaucoup notre agriculture. Il faut que nos compagnies d'assurance puissent couvrir les risques naturels auxquels sont exposés les agriculteurs. Et il faut aussi accompagner les agriculteurs à adopter les meilleures pratiques, à utiliser les meilleures pratiques pour pouvoir avoir le meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire le meilleur rendement. Et si on fait ça, vous le voyez, je l'ai peut-être été un peu trop vite là-haut, on peut amener le rendement sur la vallée du fleuve. Aujourd'hui, il est aux 5 tonnes, en moyenne, 5 tonnes 500. On peut faire 7 tonnes sur la vallée du fleuve. Il y a des producteurs qui arrivent à faire 8 tonnes. Mais globalement, la moyenne, elle est à 5 tonnes 500. Pourquoi? Quand on produit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la majorité des producteurs ne produisent pas de campagne. Et quand ils n'ont pas d'argent, ils vont s'exposer à des privés ou à d'autres types de financement. Et ça conduit à des baisses de rendement drastiques, n'est-ce pas, de nos agriculteurs. Donc il faut financer, je le disais tout à l'heure, 3 types de financement qu'il nous manque. Du financement à court terme pour le crédit de campagne. Il faut que nos producteurs soient financés à temps. La campagne de riz commence. Il faut préparer les sols mi-janvier. Il faut mettre en eau mi-février. La fin de la mise en eau, 15 mars. Il faut avoir semé et continuer sa campagne pour que la prochaine campagne, qui va démarrer en juillet, nous soyons prêts. Si le crédit arrive, les comités de crédit, j'en ai vu, qui se réunissent au mois de mars, le producteur ne pourra pas suivre. La campagne est déjà passée. Dans la vie d'un producteur, il y a peut-être 40 années de campagne agricole. On ne s'organise pas suffisamment pour tenir les comités de crédit à temps. Et donc, on va lui faire rater 1, voire 2 campagnes. Et ça, ce n'est pas des situations qui sont normales. Il faut organiser ce crédit. 2 campagnes. Tous les producteurs doivent pouvoir être financés. Bien sûr, je vais le dire tout à l'heure, il faut dérisquer tout ça. 2, nous devons moderniser notre agriculture. Nos agriculteurs vieillissent. Les techniques qu'ils utilisaient dans les années 80-90, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas envie de venir et de faire la même chose que leurs parents. Il faut moderniser cette agriculture. Alors j'ai entendu le terme tout à l'heure de smart agriculture, mais déjà au moins, il faut mécaniser notre agriculture. Hein? Et donc il faut un peu d'investissement, ce qu'on appelle l'investissement à court terme, à moyen terme. Il faut un investissement à moyen terme pour financer cette agriculture, la mécanisation de cette agriculture. Financer sa modernisation. Bon, je vais parler de la mécanisation parce que c'est un exemple qui est simple à appréhender, mais il faut moderniser nos chaînes de production semencière. C'est pareil. Donc il y a de l'investissement, et là on a ciblé ces investissements sur le Sénégal aussi, sur les 3 années à venir. Et je l'ai dit tout à l'heure, si on augmente la production, c'est le but du jeu, il faut augmenter la capacité de transformation. Nos usines, il y a peut-être nos usines, mais quand vous regardez le mode de fonctionnement de ces usines, les équipements qui sont, pour beaucoup d'entre elles, c'est des équipements qui ne sont pas adaptés.
qui ne sont pas modernes, qui sont en termes de point de vue énergétique extrêmement consommateurs. Et donc il faut aider ces entreprises à augmenter leur capacité, à moderniser leur système et à augmenter leur capacité. Il faut investir massivement aussi dans l'industrie de transformation du riz paddy en riz blanc. La beauté de la situation, c'est que le coût de ces investissements, vous les avez ici, ne représente qu'une fraction du coût de notre facture d'importation de riz. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'avec la moitié de ce que nous investissons, nous acceptons de dépenser pour importer du riz. Non seulement nous pouvons produire pour satisfaire nos besoins, mais nous pouvons transformer ce pays en un pays exportateur de riz. Et c'est possible de faire ça dans les 3 années à venir. Il faut cette ambition et il faut l'accompagner. Alors, je vous l'ai dit, il faut dérisquer ça. Parce que les banques ne vont pas venir d'un seul coup sortir du financement d'investisseurs au financement du petit producteur. Donc il faut amener des outils qui vont permettre aux banques d'être confortables dans le financement de la chaîne de valeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'aller financer un industriel. J'imagine que si quelqu'un va s'installer dans un agropole, ou si vous, le COS, vient demander un crédit à une banque, vous avez toutes les collatérales, toutes les garanties qui sont nécessaires. Mais le petit producteur, lui, il n'aura pas. Le producteur, il n'a pas ces garanties. Donc il faut imaginer les systèmes qui vont permettre de dérisquer ce financement, de créer un havre d'investissement qui soit attractif pour les banques. Et c'est là où nous avons besoin de science, c'est là où nous avons besoin de technologie, c'est là où on a besoin d'ingénierie, c'est là où nous avons besoin de mathématiques, parce que si nous voulons faire ça à une certaine échelle, celle que je viens d'évoquer, il faut à peu près, on veut assurer notre souveraineté alimentaire, il faut emblaver à peu près 200 000 hectares de riz pour faire ça, eh bien, il faut travailler à une certaine échelle. Et on ne va pas le faire avec un papier et un crayon. Il faut utiliser des technologies. Ces technologies font appel à ce que vous voyez ici. Et je vais essayer de vous en présenter quelques-unes à travers ce que nous faisons, qui, justement, c'est ce qu'on est en train de développer actuellement. Alors, on n'est pas une ferme, mais on est la plus grande ferme du Sénégal. On a 20 000 hectares dans la plateforme que je vais vous présenter ici. En réalité, on a 0 champ, mais on travaille avec à peu près 8 000 producteurs, notamment sur la vallée du fleuve. Et aujourd'hui, on a 20 000 hectares. Alors, ce n'est pas beaucoup, hein, parce que 20 000 hectares à 5, j'ai dit tout à l'heure, à 7 tonnes hectares, même si vous faites 2 campagnes, ça fait 14 tonnes. Faites votre multiplication. Compte tenu d'à peu près, on consomme à peu près 3 500 tonnes par jour de riz dans ce pays. Ça fait à peine une dizaine de jours de consommation du Sénégal. Ce n'est pas énorme. Mais ça peut permettre de poser les bases d'un modèle sur lequel on va s'appuyer pour, de façon raisonnée et raisonnable, imaginer le développement de l'agriculture, de la riziculture, et puis aussi s'en servir comme un modèle pour d'autres exemples. Donc, première chose, dans toute chaîne de valeur agricole, les acteurs se connaissent. Il n'y a pas de système qui fonctionne sans que les acteurs à l'intérieur de la chaîne se connaissent. Ce n'est pas possible. Or, si vous parlez des petits agriculteurs, la majorité des petits agriculteurs ne sont pas connus. On en parle comme une espèce de grande masse informe, mais personne ne peut dire avec précision, tiens, ici, il y a monsieur un tel qui est marié, qui a tant d'enfants, qui a telle activité, qui vit dans telle et telle condition, qui a tel actif avec lequel on peut travailler. Donc on a un module de service qui s'appelle AirMap. C'est pour dire un système qui va permettre de mapper, de profiler tous les agriculteurs. Ça fait appel à un certain nombre de technologies, l'imagerie satellitaire, les objets connectés, le smartphone, le mobile. On a toute une équipe qui travaille sur ces problèmes-là. Évidemment, ça fait appel à de la science, à des mathématiques, on y viendra tout à l'heure. Donc ça permet à la banque, à chaque producteur de présenter son compte d'exploitation à la banque. Et la banque de son bureau peut recevoir le compte d'exploitation du producteur qui a des centaines de kilomètres, il n'y a aucun problème. Et puis ensuite, lorsque le crédit est mis en place, il faut mettre en place ces outils qui vont dérisquer l'utilisation du crédit. Donc c'est la deuxième composante de service, c'est-à-dire des outils qui vont permettre à la banque de décaisser en fonction de la connaissance de l'activité réelle du producteur. Je ne vais pas financer un agriculteur qui prétend cultiver alors qu'il n'a pas commencé à cultiver. Ce n'est pas logique. Donc par contre, si quelqu'un a bien suivi son agenda cultural recommandé, je peux mettre en place mes différentes tranches de crédit en fonction de la réalité de cette activité. On a développé des outils comme ça. Et puis, il faut que la récolte, elle aille vers celui qui va réinjecter de l'argent dans cette chaîne. C'est qui? C'est l'acheteur. Donc, il faut canaliser vers les industries le produit final pour que ça puisse être transformé. Mes 10 minutes sont atteintes. Je vous montre quelques exemples. Vous voyez ici, on est dans la zone de Dagana et on a un outil avec de l'imagerie satellitaire où on peut détecter littéralement à l'échelle de chaque parcelle quel est l'état de développement de la culture et on suit ça. Donc là, c'est de la mise en eau, par exemple. Donc on peut littéralement le détecter et on peut dire à la banque, bon, écoutez, à partir de ce moment-là,
vous pouvez commencer à décaisser pour la mise en place des semences parce qu'il a vraiment fait la mise en eau. Et on fait ça avec une granularité suffisante. Vous voyez ici aussi un phénomène intéressant, des données intéressantes, c'est pas très net, mais on voit bien à gauche, c'est en 2019, 2020 en bas à gauche, 2021 en haut à droite et 2022. D'accord? J'ai un pointeur ici. C'est ça? Et, bon, écoutez, je vais... Et bon, c'est un peu discret, mais vous le verrez, je peux vous laisser. Mais vous voyez bien qu'en 2019, ce sont les dates à laquelle les agriculteurs ont mis en eau. Et plus c'est violet, plus ils ont mis en eau à temps. Plus c'est rouge, plus ils sont en retard. Et vous voyez bien ce qui se passe, c'est que depuis 2-3 ans, on observe un retard dans la mise en place de nos campagnes agricoles. Et ça veut dire que notre production en riz, aujourd'hui, elle est en train de diminuer. Donc ça, c'est la zone de Dagana. Dagana, c'est 70 000 hectares. D'accord? Là, avec ces outils-là, grosso modo, on estime donc que dans Dagana, là, cette année, il y a à peu près 30 à 35 000 hectares qui ont été emblavés. Pas plus. Alors qu'il y a un potentiel de 140 000 dans Dagana. D'autres objets, les objets connectés, je parlais tout à l'heure, donc ça, c'est un pluviomètre connecté. Et je vous dis, l'idée ici, c'est de donner des conseils sur la date de semis optimale à des agriculteurs en zone pluviale. Donc, par exemple, donc ça, c'est utilisé sur l'arachide. Et ce sont des outils qu'on donne maintenant aux sociétés, aux compagnies de météorologie pour aider le producteur à adopter la meilleure pratique. Il faut mécaniser, je le disais tout à l'heure, vous avez 2 exemples ici. Madame, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de mécanisation, c'est vous, le professeur, c'est vous. Allez sur la vallée du fleuve, vous voyez un cimetière de grosses machines. Ils ne sont pas adaptés. Il faut qu'on... monsieur l'architecte le disait tout à l'heure, hein, il faut quand même qu'on imagine nos solutions pour notre agriculture. Ce n'est pas des grosses machines. La majorité de nos petits producteurs ont des petites parcelles agricoles. Ce n'est pas des grosses parcelles. Donc, il faut des petites machines. Vous en voyez une comme celle-ci. Vous savez, on n'a pas été loin, on a été la chercher en Asie, hein, sud-est. Ça monte sur une camionnette, ça. Et ça peut se déplacer de champ en champ. Et c'est facile à réparer. On a monté une formation aux mécaniciens avec le centre de formation en mécanisation agricole de Diama. Et on est en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle sur ça. À droite, vous avez ici une petite unité de transformation pour remplacer les unités de transformation classiques que les dames utilisent. Du pétrole, elles utilisent ça avec du gasoil, du fuel, ça tourne, c'est pas très propre. Ça fonctionne à l'énergie solaire. Tous ces objets-là sont connectés. Et on peut à ce moment-là suivre, on peut mettre ces machines en service aux agriculteurs, on peut assurer la maintenance, on sait à quel moment il faut les réparer. Donc ça, c'est un programme qu'on est en train de développer aussi ici. Et puis tout ça, évidemment, va créer de l'emploi pour les jeunes. Donc on a monté une académie en partenariat avec l'université Gaston Berger, avec Africa Rice. On travaille beaucoup, je le dis, avec la recherche globalement. Hein. Moi, j'ai gardé mon réseau de collègues dans le secteur de la recherche et je peux vous dire que actuellement, je vous parle, il doit y avoir 12 stagiaires chez nous qui travaillent sur des sujets de recherche et développement. On a un département de recherche et développement, parce qu'on ne peut pas se développer dans ces conditions-là. Et donc, il y a des opportunités de création d'emplois pour les jeunes. Elles sont très sérieuses. Si je prends le cas du riz, nous savons que nous pouvons créer 60 000 emplois. Nous avons chiffré. D'accord ? C'est à la fois dans l'agriculture elle-même, dans les services, la mécanisation, dans l'analyse de données. Il faut analyser, il faut générer de la donnée, il faut l'analyser. Dans les services avancés qu'on peut donner à ces agriculteurs-là. Il y a énormément d'activités. Dans la transformation, on parlait tout à l'heure, les usines devront embaucher. À peu près 9 000 emplois devraient être mobilisés, créés si on développe nos industries, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Les challenges, évidemment, donc, sont nombreux. Le premier d'entre eux, je pense, sur lequel on peut adresser, c'est le fait qu'on n'a pas de données sur notre agriculture qui soient suffisamment fiables. Il faut changer ça. Il faut que nos données soient fiables. Parce que si on se raconte des histoires, on ne va jamais arriver à atteindre notre objectif de développement. Donc, il faut qu'on fasse un effort. Et ça passe, évidemment, par de la maîtrise des mathématiques, par de la maîtrise des sciences, de la rigueur dans la façon dont on documente notre agriculture ici au Sénégal. Le potentiel est énorme, mais on a tendance à en faire un discours politique au lieu d'en faire un discours technique. Un champ qui produit, qui a un rendement, c'est quelque chose qui doit se mesurer. Ce n'est pas quelque chose qui est négociable dans la présentation de la stratégie, la définition des objectifs, l'identification des problèmes et des solutions qu'on propose. Il faut être clair là-dessus. Si on ne fait pas ça, nous allons gaspiller de l'argent et nous n'arriverons pas à résoudre nos objectifs.
Il faut aussi investir évidemment dans la formation, parce que et cette information, elle doit être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle doit être vraiment ciblée sur les besoins du marché. On est dans un marché extrêmement volatile. La situation, la pandémie que nous avons vécue il y a 2 ans, la situation géopolitique, la situation climatique que nous vivons aujourd'hui. Je vous ai dit, actuellement, il y a eu des grandes sécheresses et des grands épisodes pluvieux en Asie, qui est le continent qui produit le plus de riz. Déjà, le riz, ce n'est pas une culture qui voyage beaucoup. Ça produit à peu près 580 millions de tonnes de riz dans le monde. Il n'y en a que 50 millions qui voyagent. Donc, dès qu'il y a une tension, les produits qui ne... J'ai presque fini. Donnez-moi une minute, je termine. Donc si on ne... D'une petite minute, juste un mot. Donc, si on ne s'organise pas pour adresser ces grands challenges-là, c'est évident que notre économie va encore souffrir et je pense, on va passer à côté des opportunités que nous avons devant nous. Donc je vous remercie. Je pense que vous avez apprécié le fait que j'ai tenu 10 minutes.